Alright, la gang, cette semaine à MotoX, on reçoit une machine du sport motorisé au Québec. Il y a plusieurs personnes qui nous l'ont suggéré, Ben. C'est un gars qui non seulement fait de la motocross, mais il fait de la motoneige aussi. Tim Tremblay. Andréane, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, ça va très bien. Bien content de recevoir Tim aujourd'hui parce que c'est une machine, on se l'est fait proposer. Les gens nous en ont parlé dans les commentaires. Plusieurs fois même, oui. Oui, puis on le voit pas assez souvent, je pense, dans les médias. Ben, à mon humble avis. Puis bien content de l'avoir aujourd'hui avec nous autres. Tim, comment ça va? Yes, ça va bien. Merci, vous autres. Yes. Ça va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Yes, il n'y a pas de problème. Oui, t'es-tu rendu gitan, van life, en panel? Qu'est-ce qui se passe là? Explique-nous ça, là. Ouais, ben là, disons que j'avais pas vraiment de bureau parce que je suis sur la route. Donc, mon bureau, aujourd'hui, c'est ma van. Fait que pas de laptop, mon cellulaire qui est tapé avec du duct tape sur le pare-soleil. Donc, c'est ça mon setup pour aujourd'hui. Je pense que les riders, vous avez une longue histoire d'amour avec les panels puis les vannes. Je me rends compte que tout bon rider a un panel. Ouais, c'est comme le best, je te dirais, pour aller pratiquer parce que quand tu arrives à quelque part ou sinon il pleut sur la route, ben ta moto, tout est à l'abri. Puis après ça, si tu vas coucher à l'hôtel ou des trucs comme ça, ben il n'y a pas de danger de se faire voler sa moto. Tandis que si t'es en pick-up, ben là, ta moto est dans la boîte, sinon faut que tu traînes un trailer. Fait que je te dirais que le best des setups, là, c'est un panel ou une van qu'on appelle. Hey, c'est vrai, j'ai déjà eu plusieurs panels. Pick-up, c'était super bon comme setup, mais un pick-up pour un gars de motocross, c'est un setup local. Ça veut dire que tu peux pas vraiment voyager, faire des longues distances, à moins que tu aies une boîte dessous ou un trailer. Mais juste un pick-up, c'est quand tu vas pratiquer et puis tu restes local. Là, quand tu tombes à l'étape du panel, là, tu peux te déplacer et tu peux dormir dans le panel, te faire un petit bed en arrière. Et, ouais, d'être là. Non, mais moi, je vais vous raconter une anecdote. Puis là, mon chum, il sait pas tout ce que je m'en vais avec ça. Je le sais. Puis il sera peut-être pas vraiment content. Mais la première fois qu'on s'est frenché, Ben puis moi, c'était dans un divan qu'il avait mis dans son panel, dans le parking de son chum, Ben Gingras. Fait que c'est pour ça, tu sais, moi, les panels, ouais, c'est bien pratique pour la moto, mais c'est bien pratique pour d'autres choses aussi, hein? Eh oui! On peut faire bien des affaires dans ce panel. Je l'ai pas encore essayé, mon panel, fait que... mais je suis bien installé, là, fait que je sais pas, peut-être un jour. Avis-vous intéressés, mesdames, Tim n'a pas essayé son panel encore. Il est présentement, vous pouvez le voir sur Google, il est présentement à la hauteur de la 401 à Hamilton. Ouais, le lit est très confortable, fait sur mesure, donc c'est bon. Hey, mais Tim, ouais, c'est ça exactement. Tim, qu'est-ce qui se passe? T'arrives de où présentement, là, comme ça? Ben moi, c'est une autre saison qui décolle. Je suis allé rider, dans le fond, au Québec, la météo est pas super bonne, donc j'ai regardé la météo, puis elle était bonne dans le coin de Toronto. Fait que j'étais allé rider 4 jours. J'étais allé à Gopher Dunes, puis un autre track dans le coin de London. Puis là, je suis revenu au Québec, puis la météo est encore c'est ça, on se le cacherait pas. Donc là, je vais peut-être repartir en fin de semaine là, pour aller rider, pour me préparer pour cette année. Là, quand tu parles de rider, là, c'est ta saison de motocross qui est commencée, là. Ouais, c'est ça. Ben, la saison motocross, pour la plupart du monde, ils commencent ça en Floride, puis dans le sud, puis tout ça. Mais cette année, avec le COVID, c'est un peu compliqué d'essayer de traverser les douanes, puis la quarantaine quand on revient. Donc, j'essaie de commencer à pratiquer le plus tôt possible pour pouvoir mettre des heures avant la saison pour être prêt, parce que la plupart du monde qui course dans le circuit que je vais faire cette année, ils pratiquent l'hiver aussi. Justement, là, pour les gens qui se connaissent peut-être un peu moins comme moi, tu courses dans quel circuit? Dans quelle série? Ben, cette année, je vais faire les nationaux. Dans le fond, la série Triple Crown Rockstar, qui est dans le fond la série nationale que j'étais supposé faire l'année passée, mais que je me suis blessé. Donc, cette année, je vise pour faire les nationaux, puis les Arena Cross après ça, Supercross. Cool. Mais là, Tim, je veux qu'on revienne un peu en arrière, là, parce que là,
T'as toute une histoire, puis je veux qu'on en parle. Premièrement, je veux que tu nous dises comment ça a commencé pour toi l'histoire du motocross, la passion pour ça, d'où tu viens, etc. Ouais, ben moi, je viens du lac Saint-Jean, précisément de Sainte-Jeanne-d'Arc, un petit village d'environ 1000 habitants. Puis, c'est ça, dans le fond, j'ai commencé à faire du motocross. J'avais 6 ans avec mon père, avec des bottes à tuyaux, vraiment redneck quasiment, là, qu'on a commencé là sur le terrain, mon grand-père. Puis, mon père a recommencé à faire de la moto aussi quand j'étais jeune. Dans le fond, c'est une passion qu'on s'est développée à deux, qu'on voulait faire, dans le fond, comme familial un peu. Puis même ma sœur, dans ce temps-là, elle en faisait aussi. Puis ça a commencé comme ça. Puis j'ai vraiment... Tu sais, je ridais quand que je pouvais l'été. Puis après ça, quand j'ai eu l'âge de 12 ans, c'est là que j'ai vraiment commencé à être sérieux là-dedans. J'ai pratiqué pas mal à tous les jours. Puis j'ai commencé à faire les séries régionales de 12 jusqu'à 15 ans. Puis à 15 ans, j'étais champion, dans le fond, de la série SLJ du Lac-Saint-Jean en catégorie pro avec un 125. Puis ensuite de ça, c'est là que j'ai commencé à faire du provincial à l'âge de 16 ans, que j'ai fait 2-3 ans au provincial. J'ai été champion provincial, je pense, 3 ou 4 fois. Puis ensuite de ça, que j'ai commencé à faire des nationaux quand j'avais 18 ans, pendant quelques années, pour ensuite switcher au snowcross quand j'avais 20 ans, là, qui était un peu là, le point tournant de ma carrière, là, que j'essayais vraiment d'être une bête en motocross, puis que j'étais tout le temps dans les 2, 3, 4 premiers, jamais le meilleur. J'avais envie de faire de l'argent avec ça, puis finalement faire le switch en snowcross là, quand j'avais 20 ans. Puis c'est de là que ma grosse carrière est partie. Là. Parce que moi, je me souviens, toi, ben, premièrement, t'étais arrivé sur la scène des provinciaux ici, puis on t'avait jamais vu, puis tu courais, les gens du lac te connaissaient évidemment, mais tu sortais pas beaucoup de cette région-là, puis là, tu te retrouves, première année professionnelle, je me souviens de toi, t'étais à Yamaha, puis là, il y avait vraiment un buzz alentour de toi, parce que justement, t'étais comme le nouveau pilote qui était très, très rapide. Puis une anecdote, que quand je pensais, avant de rentrer en onde, je pensais à ta carrière puis tout ça. Puis mon frère a déjà travaillé pour toi. Ouais. Non, c'était fou. Raconte-nous ça. Raconte-nous comment c'est arrivé, parce que ça fait tellement longtemps que... Mais ça, là, c'était toute qu'une histoire. Là. C'était quand j'ai commencé à courser au provincial, je pense que j'avais 16 ans. Ouais. C'était ma première année au provincial, puis je roulais avec un Yamaha 125. Ouais. Puis mon père, on connaissait pas vraiment ça. Puis dans le temps, ton frère, Alex, était mécano pour Jean-Sébastien Roy. Puis on faisait 2001. un provincial à Saint-Jean. Comment? 2001. Ouais, ça se peut 2001. En tout cas, ben, on avait été coursé à un provincial à Saint-Jean. Jean-Sébastien Roy était là, Simon Mans, tous les kings un peu du provincial national dans ce temps-là. Puis j'avais un bris mécanique. J'avais sauté mon moteur dans les pratiques. Puis c'était ton frère qui était venu réparer mon bike, genre entre deux hits. Puis qu'est-ce qui était fou, c'est que mon piston, il avait cassé, OK? Puis quand un piston casse, d'habitude, là, c'est ta moto, elle scrap. Il y avait un morceau de piston qui était jamais dans mon crank. Puis ton frère, il avait, écoute, là, c'était fou. Il avait démanché le cylindre. Tout était pété, puis là, la crank était jamais à cause il y avait un morceau de piston, fait qu'il avait mis ma moto à l'envers, sur les poignées puis sur l'aile. Puis là, il gossait avec du brake cleaner, genre avec la bielle pour essayer genre de sortir le morceau. Il a finalement réussi à sortir le morceau, à remonter mon moteur, puis j'ai fait l'autre cause après. Wow! Fait que c'était vraiment, là, j'avais jamais vu ça autant mécano que ça. dédié aux coureurs, ça c'est le cas de le dire. Puis même moi, je me souvenais même plus de cette histoire-là, parce que en 2001, ou je sais pas si c'était en 2001 ou en 2002, cette histoire-là, mais moi j'ai arrêté en 2002 les courses. Mais je pense que j'étais pas là cette fois-là, c'est Sainte-Julie. Mais c'est quelque chose pareil. Je m'en rappelais même plus moi-même, mais je me rappelle il t'avait suivi, il était au Stade olympique aussi avec toi cette année-là. Ouais. Ouais, j'avais fait un podium, je pense aussi, où j'avais terminé 4e en affaire de rien. Je pense que c'est ma première année. Je pense que j'avais 15 ou 16 ans. Puis non, c'est ça, ça a vraiment été une bonne aide aussi de ton frère là, qui nous a un peu montré comment rouler avec du race fuel. Puis nous, on était un peu du monde du Lac-Saint-Jean qui connaissait pas vraiment ça, qui avait tout le temps des gros cœurs puis tout ça, mais point de vue, on entretenait nos bikes, mais
l'histoire de course puis tout ça, on savait pas qu'il fallait mettre du récit là-dedans. Puis fait que là, on a tombé plus à la map un peu quand on a connu ton frère, puis Jean-Sébastien, puis du monde comme ça pour nous aider. C'est fou, tu sais, comment que le monde est petit quand même, là. Oui, vraiment. Puis je pense que c'est une bonne. Écoute, les étoiles t'ont aligné parce que de tomber en connexion comme ça avec le meilleur pilote au Canada, Jean-Sébastien Roy, puis son équipe, puis le mécanicien, tout ça. Fait que je pense que t'étais en bonne main finalement. Là. ouais, j'étais en bonne main, puis j'étais quelqu'un qui travaillait vraiment fort puis tout ça. Fait que je pense que le monde, ils ont plus de facilité à s'associer avec du monde qui veulent vraiment percer dans ce métier-là que du monde qui sont plus tête enflée puis que c'est pas le même genre de personnes, je te dirais. Là. Mais tout le monde du Lac-Saint-Jean sont tous contents et sont tous heureux. Fait que c'est toutes des bonnes personnes. C'est vrai, on a notre agente Cindy Simard qu'on salue qui c'est un bleuet, elle avec. Lisa, elle vient du lac. Ah ouais, OK. Du bien bon monde. Ben oui. Elle aime la vie. Mais t'as perdu ton accent, hein? Parce que depuis tantôt, je t'écoute, puis quand même, il me semble que t'as pas un accent bien fort. C'est ça, quand j'ai commencé à courser au provincial, il y avait Kevin Benoît puis Marc-Antoine Généreux qui étaient un peu les coqueluches de ce circuit-là, puis ils n'arrêtaient pas de m'écœurer avec ça. Donc, à partir de 15-16 ans, je pense que j'ai commencé à rester à Montréal puis vivre. J'avais plus un gros panel dans ce temps-là, c'était un cube. Là. Puis j'ai commencé à perdre un peu l'accent parce que le monde n'arrêtait pas de me taquiner avec ça, avec des là-là, le coteur, en tout cas toutes les expressions qu'on a du Lac-Saint-Jean. C'est quoi des coteurs? C'est des ciseaux? Des coteurs, c'est des chaînes de trottoir. Tu sais, les espèces de bordures, ça, c'est un coteur. Je pensais que tu étais pour dire les pinces. Je pensais que c'était des ciseaux. Ouais, non, side cutter, ça, c'était à Montréal, mais coteur au Lac-Saint-Jean, c'est une bordure. J'apprends quelque chose. On va dire ça à Cindy, Ben. Ouais, il y en a plein. On en aurait pour le show complet. Non, c'est ça. J'adore exactement. Puis là, fait que c'est quoi ton moment, Tim, que tu dis, mettons, là, à motocross au Québec, là, ta course, ton moment que tu es vraiment fier, que tu dis, ça a été vraiment une bonne course pour moi, ou un bon moment en général? Ben, moi, je te dirais, c'est en 2007. C'est la seule victoire que j'ai eue sur le circuit canadien. Dans le fond, j'ai eu une moto win puis un overall win que j'ai fait à Gopher en 2007 quand je faisais partie de l'équipe KTM Canada. Donc, c'est vraiment mon highlight de motocross. J'ai fait quelques podiums aussi au Stade olympique en 250, 125 dans le temps qui était mémorable aussi. J'ai fait quelques podiums en 450. Mais je te dirais que ma victoire, c'est une de mes plus belles courses là, que j'ai eues. Ta victoire que tu parles à Go for Dune, tu étais avec l'équipe KTM. C'était-tu en 250 ou en 450? C'était en 250. C'était 250. Dans les 2 années que j'étais factory avant de switcher pour le snowcross. En 2007-2008, je pense. Okay. Est-ce que tu dirais que le switch que tu as fait justement, tes débuts en snowcross, t'ont aidé par la suite avec la motocross? Non, je te dirais que quand tu switches au snowcross, toutes tes chances en motocross sont terminées parce que tu passes ton hiver jusqu'au mois de mars. Fait que tu perds tout un peu ton hiver à pratiquer en snowcross, tandis que le monde il continue à évoluer et à pratiquer en motocross. Donc, pour moi, ça a été un peu un coup de couteau que j'abandonnais un peu ma carrière de motocross, que je suis jamais capable d'abandonner pareil, sauf que j'avais pas le choix de switcher parce que le snowcross pour moi était tellement facile, puis l'argent est tellement arrivé rapidement qu'en motocross, j'avais de la misère à survivre. Tu sais, je faisais pas une scène avec ça. J'étais dans les 3 meilleurs. J'ai gagné un national, puis je faisais pas une scène avec ça. Fait que, tu sais, pour moi, c'était inévitable. J'avais pas le choix de faire le switch au snowcross puis d'essayer de gagner ma vie avec quelque chose. Tu sais, j'aurais pu continuer en motocross puis à essayer de continuer à gagner des courses puis faire un peu d'argent avec ça, mais le snowcross était trop bon pour moi, trop facile pour moi d'embarquer dans un sport comme ça que 3 ans plus tard, je me ramasse champion du monde. Tu sais, quel sport que tu fais que tu fais 3 ans, tu te ramasses champion du monde. Il y a vraiment eu, j'ai l'impression qu'il y a eu une vague dans les années 2000, Tim, puis tu vas me le dire, là, qu'il y a bien des gars de mode. Le snowcross commençait, j'ai l'impression, puis
il y a bien des gars de motocross qui ont essayé de faire le switch au snowcross. Parce que évidemment, il y a eu Blair Morgan qui a été le pionnier, si tu veux. Fait que, même, je pense, Jean-Sébastien Roy avait déjà eu des discussions avec Can-Am. Après ça, j'avais entendu dire que Kevin Benoît aussi avait fait des essais. Ouais. On a déjà été teammates, moi puis Kevin. Marco Dubé l'a déjà essayé. Simon Hamans. Marc-Antoine Généreux. Je pense qu'ils l'ont tout essayé aussi. C'est juste que, je sais pas, moi, je dois venir du Nord, puis ça doit être plus facile pour moi, mais j'ai tant eu une grosse shape aussi. Je pense qu'en motoneige, c'est plus important d'avoir une grosse shape. Tu sais, je me suis 6 pieds 1, 190 livres. Fait que, tu sais, de manipuler la machine, pour moi, était vraiment plus facile que d'autres pilotes qui étaient plus petits, comme Kevin était super bon en snowcross. Mais aussitôt qui arrivait, qui caissait une petite affaire, ben là, c'était eject, il tombait. Fait que, tu sais, lui, ça a vraiment été... Il était bon en snowcross, mais meilleur en motocross. Fait qu'il continue du côté motocross, tandis que moi, c'était le contraire. J'étais bon en motocross, mais tu sais, j'étais pas le top, mais en snowcross, j'étais vraiment bon. Hey, là, je vais faire une précision parce que là, j'ai vraiment eu l'air conne, d'après moi, dans l'intro. Puis il y a sûrement comme d'autres blondes qui écoutent puis qui sont peut-être un peu mêlées. Moi, mon chum, il me dit « Ah ouais, il fait de la motoneige. » Mais moi, dans ma tête, la motoneige, là, c'est du skidoo, là. Fait que là, moi, j'étais sûre que je parlais à quelqu'un qui faisait du skidoo. Fait que là, on dirait que, OK, c'est une moto sur la neige parce que motoneige puis skidoo, c'est pas la même affaire, là. Ouais, toutes mes excuses. Moi, je pensais là, que tu... Oui. Non, c'est vraiment une motoneige, mais sur une piste comme en motocross. OK. Fait que c'est pas un snowbike, là, c'est vraiment un snowcross. Ben, il va te montrer des vidéos, il va te montrer ça. Ouais, c'est pas vraiment mon domaine, OK? Je fais une parenthèse. Mike Ouellette, qui faisait du freestyle motoneige. Oui. Il venait avec sa moto, puis j'ai fait comment? Spécial, lui, sa moto a 2 skis en avant. Ouais, c'est ça. 2 skis en avant, les motos. Fait que, je connais vraiment beaucoup ça, là. Alors, désolé. Vous parce que maintenant, il y a des snowbikes aussi. Mais c'est quoi la différence entre un snowbike et un snowcross? Ben, un snowbike, c'est un motocross que tu mets un ski en avant puis une chenille en arrière, tandis qu'une motoneige, c'est vraiment fait 2 skis en avant puis une chenille en arrière. Fait que c'est vraiment 2 mondes différents. Fait que là, toi, ce que tu fais, c'est 2 skis en avant. C'est ça. Ben, c'est ça, c'est un skidoo, finalement. J'étais correct. Un skidoo. Un skidoo. Un skidoo. Non, on va dire les vraies affaires. Tu fais du skidoo. OK. On s'est replacé, là. Avec des obstacles. OK, parfait. As-tu déjà essayé, Tim, parce que là, on parle de snowbike puis tout ça, as-tu déjà essayé le Snowhawk, la fameuse Snowhawk? Hey. Ben oui, c'est là que j'ai commencé. Ça vient-tu de chez vous, ça, en plus, cette invention-là? Ça, c'est A.D. Boivin, je pense, qui a comme inventé ça, mais je sais pas si ça vient du lac Saint-Jean ou quand moi j'ai commencé à faire ça. Ah, c'est quoi ça? Avant. Explique aux gens, c'est quoi? Ouais, ça, c'est vraiment une machine avec un ski en avant puis une chenille en arrière, mais qui n'est pas un snowbike. Que les snowbikes ont comme copié ça un peu, mais c'était vraiment une machine faite pour ça, là, avec des moteurs Rotax dans ce temps-là, c'était 500 puis 600 liquides. Puis avant de faire le snowcross, mon père m'avait acheté ça. Puis j'en ai fait 2 ans de ça, puis j'ai vraiment trippé. C'était vraiment une belle machine. J'ai coursé, j'ai gagné à Valcourt avec ça en 600 liquides. Dans le temps, Mathieu Buteau était le king des Snowhawks. Là. Lui, il coursait aussi là-dessus. Jean-Yves Allard. Puis, mais non, j'en ai fait 2 ans de ça, du Snowhawk, pour finalement switcher au snowcross. Ouais. Ouais, c'était... Andréane, t'es peut-être tout mêlé, là. Ah, moi, je suis venue de perdre, là. Ouais, c'est ça, tu l'as peut-être plus... Fond, OK, on va se parler en vrai québécois. Toi, dans le fond, tu fais des courses de skidoo, là. Ouais, c'est ça. OK, puis comme sur le plat ou il y a des bosses? Il y a des bosses. C'est comme une piste de motocross. OK, parfait. Mais en skidoo. OK, parfait. Je suis. Mais Tim, je veux que tu m'expliques un peu, parce que tu sais, on t'a perdu de vue un peu justement quand tu as commencé le snowcross et tout ça, mais je veux que tu m'expliques comment ça a commencé, ça, ce début de carrière-là. C'est-tu toi qui es allé, t'as été aux courses comme en private here, comme on dit, là, par toi-même, avec ton propre skidoo, puis t'as fait tes preuves, puis après ça, t'as eu vraiment... C'est là que t'as eu des équipes qui t'ont approché, puis après ça, qui t'ont engagé éventuellement pour faire le championnat au complet. Comment ça s'est passé? Ben,
Le gros point tournant de ça, c'est que j'ai eu une grosse blessure en motocross. Je m'étais déchiré le ligament croisé. Puis j'avais 2 ans de contrat avec KTM, puis KTM n'ont pas renouvelé mon contrat. Fait que là, je m'étais comme retrouvé devant rien à Factory 2 ans que là, j'avais rien devant moi. Puis ensuite de ça, j'ai un dealer proche de chez nous qui s'appelle Centre du Sport Lac-Saint-Jean, qui était à Chambord dans ce temps-là, qui m'ont demandé si j'étais intéressé, dans le fond, d'essayer une Polaris. Fait que là, moi, je connaissais les Valeurs, Cavalier dans le temps qui faisaient ça. Puis, tu sais, en motocross, j'étais vraiment plus vite que l'autre. Parce que au cross, l'autre, ils disaient que c'était payant puis tout ça. Puis, c'était quand même pas trop dur. Fait que là, mon père, on regarde ça. Puis, on a dit, on va essayer ça, voir une saison. Puis, les autres, dans le fond, ils m'ont payé des motoneiges, ils m'ont payé des pièces. On dit, pour une saison que tu fais au Québec. Puis, on commence comme ça. Fait que dans le fond, moi, j'ai commencé comme ça au Québec. Puis, j'ai été chanceux, on a eu de la neige de bonheur. J'ai été capable de rider 1 mois, 2 mois avant la saison. Puis, quand je suis arrivé à la saison, c'était SCMX, là, je pense que c'est le circuit provincial de snowcross au Québec. Puis, quand j'ai embarqué là-dessus, là, oublie ça, j'étais imbattable, disons. J'ai commencé en semi-pro, qui était la classe avant-pro. Puis, j'avais pas perdu une course. La dernière course que j'ai faite, jusqu'à la mi-saison, j'ai lapé le deuxième. Dans le fond, j'ai pris un tour sur le deuxième. Fait que là, ils disaient, oublie ça, là, t'es comme ben trop fort pis tout ça. Fait que là, ils m'ont monté pro. Puis là, même en pro, là, j'étais capable de faire des podiums. Puis j'ai même gagné une course avant la fin de la saison. Puis qu'est-ce qui est drôle dans cette histoire-là, c'est qu'après 2 courses de snowcross, que j'avais même pas terminé ma saison encore, j'avais déjà signé un contrat avec Bombardier pour l'année prochaine, pour l'année d'après, dans le fond, pour switcher Bombardier. Puis, dans le fond, eux autres, ils voulaient que je course au Québec pour continuer au Québec. Mais moi, j'étais ben trop vieux. J'avais déjà 21 ans. Puis là, j'ai dit, moi, je vais courser aux États. Fait que l'année d'après, j'ai signé un contrat avec Bombardier aux États-Unis. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, dans le fond, ma carrière. Wow, très cool. Ça, c'était en quelle année? Ça devait être en 2007, à peu près, je te dirais. Que j'ai commencé à faire du snowcross. Ça fait pas si longtemps là, que tu fais du snowcross. Non, j'ai fait 11 ans, dans le fond, de snowcross. Moi, j'ai fait 1 an au Québec, puis 11 ans aux États. Fait que j'étais quand même vieux, là, tu sais, commencer un sport qui a 20, 21 ans, tu sais, dans n'importe quel sport d'athlète, c'est un peu vieux. Mais j'avais tellement un bon background, puis de motocross, puis tu sais, d'information, de training, puis tout ça. Fait que moi, quand je suis arrivé aux courses de snowcross, là, j'étais all-in, puis vraiment shape, puis tu sais, c'est un sport que je me suis dit que j'ai peut-être une chance de faire de l'argent avec ça, puis gagner ma vie. Fait que je suis arrivé wide open, puis ça a paru, là. 3 ans plus tard, j'étais champion du monde en snowcross. Wow, incroyable pareil. Mais là, chrono-nous donc ça, cette histoire de championnat du monde-là. Fait que, dans le fond, c'était un championnat de combien de courses, puis comment ça fonctionnait? Ben, ça a commencé vraiment dur, sérieusement, ma première saison de snowcross aux États-Unis, parce que le monde, ils ne savent pas vraiment, mais quand j'ai signé ma première année aux États-Unis, j'ai fait 4 jours de motoneige. Puis je me suis pété la jambe, je me suis pété le tibia, fémur, ligament croisé, ménisque, avant ma première course. Fait que là, je me suis scrappé. Il y avait des qualifications pour les X-Games, dans le fond, avant la saison, qui était le vendredi, avant les courses. Puis la première qualif, on coursait avec les pros. Moi, j'étais un semi-pro, tu sais, qui était la classe juste avant pro. Puis on coursait avec les pros pour se qualifier. Puis je m'avais qualifié premier contre les pros à ma première course que je faisais aux États-Unis. Fait que là, ça avait comme, c'est qui ce gars-là? Ça n'a pas de bon sens. Il arrive d'où, lui? Puis la deuxième course que je fais, j'étais encore premier. J'ai caissé quelque chose, puis là, je me suis détruit la jambe, tout défaite. Fait que là, j'ai été 6 mois arrêté. J'ai même pas coursé cette année-là. J'étais out pour l'année. Fait que là, ma carrière de snowcross a commencé comme ça aux États-Unis. Wow. Puis là, finalement, ils m'ont repris l'année d'après. Ils m'ont donné une chance. Ils ont dit, moi, j'avais peur de perdre ma ride. Fait que cette année-là, j'ai gagné le championnat semi-pro, qui est comme, dans le fond, le circuit national. Il y a, je pense que c'est 8 ou 9 fins de semaine de courses qui sont doubles. C'est les vendredis et samedi soir. Fait que ça donne comme 16, je pense que c'était 17 rounds de snowcross qui étaient tout aux États-Unis. Il n'y a rien au Québec. Okay. Puis toutes les meilleures, dans le fond,
Canadiens, Américains causent dans ce circuit-là. C'est comme gagner en semi-pro, refaire encore un semi-pro pour battre, dans le fond, reconquérir mon championnat. Mais les autres, ils n'ont pas voulu. Ils trouvaient que j'étais trop fort. Fait que là, ils m'ont monté pro. Fait qu'à ma première année pro, j'ai gagné le championnat pro aux États-Unis. Ben oui, fait que là, contre tout le monde, là, Tucker et Bird, puis la grosse gang, puis tout ça. Fait que là, eux autres, ils ont fait, là, oublie ça, là, ça fait 3 ans qu'il fait du snowcross. Il sera vraiment champion du monde, puis tout. Fait que là, moi, j'avais signé juste un an de contrat. Après ça, je te dis, là, ça téléphonait Arctic 4, Polaris, Yamaha, tout le monde m'appelait pour m'offrir quelque chose pour courser. Fait que là, moi, je suis parti de rien à top au monde en snowcross. Puis là, c'est là que ça a fait un boom que j'ai fait, là, 10 ans, là, que j'ai été le top de ma brand, là, durant ce temps-là. J'ai été j'ai gagné 3 fois championnat, aux États-Unis. Donc, j'ai fait 100 quelques podiums, 17 victoires. J'ai eu une médaille au X-Games, de bronze. Ouais, fait que j'en ai fait pas mal. J'ai eu une belle carrière pareil. Mais c'est quoi, tu dirais, que le facteur qui a fait en sorte que, en arrivant à ta première année pro, t'as torché tout le monde? Puis on parle pas c'est pas des piments, là, Tucker et Bird, c'est des gars des tops là aussi. Là. Ben, moi, je pense que je suis arrivé vraiment en shape premièrement parce que j'avais un background que je m'entraînais avec les meilleurs entraîneurs en motocross. Je n'ai arraché toute ma vie dans le fond que, tu sais, oui, mon père avait un petit peu d'argent pour m'emmener aux courses, mais tu sais, on a tout le temps été un peu, tu sais, pas des gros setups, pas les gars millionnaires, mais avec du cœur et tout ça. Fait que moi, tu sais, j'étais prêt c'était comme ma deuxième chance un peu de dire que j'ai peut-être une chance de vivre ma vie avec un sport. Fait que moi, j'étais all-in. Tout ce que je faisais, mangeais, m'entraînais, puis tout, je le faisais en double sur tout le monde. Fait que quand je suis arrivé au cours, j'étais prêt. Puis oui, là, ma première année, tu sais, je finissais dans les premiers, j'étais sur la tête, là, parce que, tu sais, j'étais comme, j'ai pas le choix de gagner, là, tu sais, je veux gagner ma vie là-dedans, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'étais vraiment all-in, puis ensuite de ça, tu sais, j'étais vraiment un gars qui était constant, puis tout ça. Puis, je pense que c'est vraiment le fait de l'entraînement. Puis, tu demanderais à n'importe qui au Québec qui me connaît, il va dire, c'est ça, Tim Tremblay, c'est un Mongol, il s'entraîne, il fait attention à sa shape. Tu sais, j'ai 34 ans, je dois avoir moins de 8% de gras sur mon corps. Là. Tu sais, j'étais encore un crinqué. J'étais un crinqué de la vie qui aime ça l'entraînement, puis c'est pas travailler pour lui. T'avais pas de plan B dans le fond, tu sais, souvent on entend beaucoup les gens dire « Ah, tu sais, faut que t'aies un plan B dans la vie. » Ben, c'est un peu comme si toi, cette discipline-là, c'était ton plan B, puis c'était comme, c'est ça ou c'est rien. Ouais, c'est snowcross, c'était mon plan B, ou sinon j'ai retourné au motocross, mais moi, mon plan A, c'était tous des plans A, disons qu'il fallait que je gagne ma vie avec un moteur en dessous de moi. Fait que, il y en avait pas, disons, de dire que je m'en vais travailler sur la construction ou que mon père avait pas une compagnie, il y avait rien que je pouvais reprendre, tu sais, j'étais comme, si je réussis pas ça, faut que j'aille travailler à la boîte à lunch comme tout le monde, puis j'avais vraiment pas le goût de faire ça, tu sais, j'ai tout le temps mis les efforts en double puis tout ça, puis j'ai un crinqué de la vie qui a pas eu de jeunesse puis tout ça, mais j'ai réussi. Il y en a combien qui ont réussi dans leur vie à faire ça puis à gagner des courses puis tout ça. Fait que, tu sais, je regrette absolument rien de ce que j'ai fait. Là. En fait, c'est que ta jeunesse a été différente. Tu sais, ça fait ce que ça t'a permis de vivre plein d'expériences que d'autres n'auront jamais vécues. Là. Ouais, j'ai quand même eu une petite jeunesse puis tout ça, mais tu sais, les parties puis ces choses comme ça, ben, moi, j'étais un gars qui était vraiment sérieux puis j'en avais un après ma saison snowcross puis j'en avais un après ma saison motocross. Ensuite de ça, j'avais pas de temps off, moi, là. Fallait que je reparte tout de suite sur une autre saison parce que les dis le gars qui a un candole, Ben oui, c'est ça. Je m'en allais direct là parce que moi, j'ai parlé à Jean-Sébastien Roy, OK, avant de faire le podcast avec Tim. J'ai parlé à Jean-Sébastien qui était un peu ton mentor, puis tout ça. Tu suivais vraiment les pas de Jean-Sébastien. Puis il m'a dit, écoute, Tim, là, pour le podcast, là, tu veux faire parler un peu plus, là, tu offres un peu de rhum ou quelque chose de même, puis tu vois que ça va être pas pire. Ça a l'air que ça marche. Ouais, là, je suis rendu pas mal plus relax. T'sais, oui, je suis encore craqué, mais tu sais, je profite de la vie. Tu sais, je suis maintenant retraité. Ça fait quasiment 2 ans. Fait que tu sais, j'arrive à quelque part, puis tu m'offres une bouteille de rum and coke. Il n'y a pas pas là. Une bouteille. Moi, je suis capable de prendre. Je suis comme un alcoolique. Je viens du Lac-Saint-Jean, d'après moi, c'est ça. Si on fait un party, je suis capable de prendre un 26 onces de rhum dans ma soirée.
C'est bon? T'en retournes en marchant? Approuvé. Ah ouais. Grâce au Je char. prends pas mon char. Je prends pas mon char parce que on n'a pas le droit, là. Mais non, tu sais, c'est sûr que Sinon, je le prends prendrais. je prends beaucoup de coke avec ça, tu sais, ça dilue un peu, là. OK, tu parles Mais non, c'est quand du même- brocage, là. OK. Ouais, c'est ça. On Capable d'en spécifie prendre. le soda, là, la liqueur. Les enfants sont couchés à cette heure-là. Ah, ouais. Hey, je pensais pas La que boisson ça... gazeuse, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. La liqueur, ça devenait du lac Saint-Jean, ça, le liqueur, hein. Vous avez pas une sorte de mais... liqueur brune bizarre là, au lac Saint-Jean? Red champagne. Faut Comment que ça t'essaies ça, s'appelle? c'est tellement bon. C'est du red Hey, champagne. c'est quoi ça goûte? Mais je pourrais pas te le dire, hein. C'est entre un peu, je pourrais pas te le dire, faut t'essayer ça. Hey, Andréane, il en mettait pas dans son rhum, il mixait juste pas, lui. Ça... On the rock. Hey, Ah, je mixe, là, c'est trop fort, c'est trop fort, là. Juste du rhum, là, trop fort. Pas bon. Faut que ça soit bon en bouche. Regarde, tu vois, ça, c'est un autre point que pas mal tous les riders ont en commun, je pense. Tu sais, il y a le panel van, rum and coke. Moi, Ben, le monde du Milolen, habituellement, ça parle de pichet de rum and coke. Là, c'est la première fois que quelqu'un, lui, me parle de la bouteille au complet. C'est comme next level, là. Ouais, moi, je suis all-in or nothing dans tout. Fait que, tu sais, J'adore. si je bois, c'est tout pas pantoute. Je bois pas un drink ou deux. Je bois pour me saouler, dans le fond, là, tu sais. Nous autres, Le gars, il course pour gagner, puis il boit pour se saouler. C'est clair? Il boit pour gagner aussi. Il veut gagner aussi avec l'alcool. Mais nous autres, on avait Max Diamond qui nous suivait à l'époque en tournée. Puis à un moment donné, c'est ça, on perdait plus de temps. C'était amène-nous un pitcher de rum and coke. Là, la fille, elle comprenait pas trop. Tu sais. Oh, un pitcher. Là, elle dit ouais, mais il va falloir que je vous le vende à Londres. C'est pas grave, on sac. Ah ouais, et puis ça coûtera ce que ça coûtera. Ça, c'était à Val-d'Or, une année avec Mathieu Toupin. Puis la petite fille au bar de l'hôtel à Val-d'Or, là, écoute, elle capotait, ça demandait c'est qui cette gang de cabochons-là. Ça vous avait coûté cher, cette veillée-là. Ouais, ben c'est la soirée que Ben Gingras et Mathieu Toupin, nos amis, se sont ramassés dans une chambre d'hôtel à faire de la musique à 5 h du matin avec William Deslauriers. C'était quoi un pitcher? Ça, je veux savoir, c'est quoi? Ils mettent une bouteille au complet dans un pitcher puis tu mélanges ça avec du coke? Ou, Écoute, ouais, enfin, je peux plus te dire exactement. Rendu là, on s'en sacrait pas mal. La bouteille, puis on veut pas perdre de temps, tu comprends? Amène ça direct, puis sinon, c'était ton rum and coke, le du fort ou bien fort. C'était ça. Fait que c'était fort ou bien fort. Fait que ça ressemblait à ça pas mal. Ou sinon, le mixait avec du Rockstar. Fait que je te disais qu'on pétait le feu en tabarouette. Ouais, les gars de freestyle, là, c'était pas mal des gars de party, hein? Je veux juste préciser que mon chum n'a pas bu une goutte d'alcool depuis le 1er janvier. Puis là, j'ai comme l'impression là, que ça se peut qu'il dévisse la bouteille à soir. T'as-tu ça, Là, c'est Tim, t'étais rendu où, là? Ça à 400. T'arrives au Québec bientôt, là? T'arrêterais à 3 Moi, c'est ça, je tripe putain alcool parce que moi, on dit qu'on est magané le lendemain. Tu sais, quand tu prends une bouteille de rum and coke le lendemain, là. Il prend une bouteille, il se demande pourquoi il est magané. Il se demande pourquoi il est magané après une bouteille. Tim, d'après toi! Non, mais. Une bouteille! Je vais en prendre 2-3 drinks, là. Je le sens même pas, là. Je suis même pas feeling, y a rien, là. J'ai besoin d'avoir quasiment une bouteille. Une bouteille! Un party qui a du fun, mais tu sais, t'es magané le lendemain, là. T'as-tu des enfants, Tu peux faire ça? Ouais, j'ai 2 enfants, 2 filles, 5 pis 7. Quasiment 6 le 9 avril. Tu sais à quel point être magané, c'est quelque chose, mais être magané avec des enfants, on dirait que c'est comme next level encore. Ouais. Ouais, le lendemain, là, tu le regrettes, tu fais... Ouais, eux autres, à 7 h le matin, sont wide open puis sont prêts. Mais toi, t'es pas prêt. Ah ouais, papa, lève-toi. Ça prend des Advil, puis une bouteille d'eau, puis un petit somme l'après-midi. Je pensais que t'étais pour dire une autre bouteille de rhum, mon frère. Ah non, là, ça remet sur le droit chemin. Là, on a soif maintenant, là. C'est ça. Y a-t-il une chronique alcool là-dedans, tabarouette? Une pause publicitaire. Thierry Mariana, sont où les bouteilles? Mais non, Tim, dans le fond aussi, je m'en allais avec mes skis, moi, avant qu'on dérape avec l'alcool. C'était... tu sais, si on regarde, il y a plusieurs pilotes de motocross qui ont transféré vers d'autres sports. Puis
moi, je trouve que le motocross, c'est tellement une école qui est bonne pour ton développement, puis tes skills, puis tes réflexes, puis tout ça. Ça te demande tellement de formes puis d'aptitudes différentes que quand tu arrives avec un autre sport motorisé, après, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de problème parce que tu as comme vécu le pire du pire. Tu sais, quand tu passes au travers d'une carrière de motocross, peu importe, tu arrives après ça je sais pas, en automobile ou go-kart ou peu importe, motoneige ou endurocross. J'ai comme l'impression que tu as déjà pas mal ce qu'il faut pour au moins passer au niveau professionnel pour au top, finalement. Là. Ben, je pense que oui, tu sais, ils disent le motocross est un des sports les plus difficiles au monde, point de vue de la shape, tu sais, t'as un break en avant, break en arrière, t'as une clutch, tu changes les vitesses, tu sais, c'est un sport qui est vraiment complet, puis que oui, t'as besoin d'être vraiment en forme aussi au niveau professionnel. Donc, je pense que oui, ma carrière de motocross avant le snowcross m'a beaucoup aidé pour la shape, tu sais, vraiment. Snowcross, on se le cacherait pas, tu sais, c'est bien plus facile que le motocross. Oui, c'est plus pesant puis tout ça, mais tu sais, t'as pas besoin de tenir ton équilibre. T'as juste un gaz, t'as un break puis overjumper tous les sauts puis t'es prêt à grosser. Mais ça brasse en tabarouette. Le snowcross, là, écoute, c'est quelque chose, c'est une grosse affaire d'un boss. Faut que tu sois, tu sais, en motocross, faut que tu sois en forme en snowcross là, aussi, là, parce que la grosseur que ça a, puis retenir ça, Ouais. c'est comme tabarouette. C'est quelque chose. C'est le double dans le fond du poids, c'est 500 livres. Puis c'est ça, c'est jamais vraiment smooth, là, la façon qu'ils font les pistes. Tu caisses tout le temps dans des phases de saut que tu sais que ça a comme pas de sens, puis t'overjump des affaires qui a pas de sens, puis la vision aussi est vraiment pas bonne. Puis c'est ça un peu que j'aime moins du snowcross, que c'est vraiment dur pour mon corps. Tu sais, mes genoux en motocross, tu sais, c'est quand même pas si pire parce que c'est smooth, tu atterris tout le temps dans des landings puis tout ça, tandis qu'en snowcross, là, il fait froid, c'est dur ses joints, puis les joints de genoux. Là. Puis c'est vraiment dur pour le corps, fait que c'est pour ça un peu que je me suis retraité peut-être un peu plus bonheur que j'aurais pu, mais je commençais à avoir trop mal au corps, fait que pour moi, c'était... En même temps, tu sais, avec la carrière que tu as eue, qui a été vraiment rapide, avec, tu sais, bon, les championnats que tu as gagnés, les X Games et tout, tu sais, j'imagine qu'à un moment donné, tu as fait le tour, puis tu sais, oui, tu peux regagner ce que tu as déjà gagné, mais, tu sais, est-ce que la motivation est encore autant là quand tu l'as déjà gagné? Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je comprends exactement ce que tu veux dire, puis pour moi, j'aurais jamais arrêté. Tu sais, j'aurais fait ça toute ma vie. L'adrénaline de gagner des courses, de s'entraîner, puis tout ça, tu sais, c'est comme pas un travail pour moi. Tu sais, c'est un trip de vie. Tu sais, j'aurais continué tant aussi longtemps que j'aurais été capable. C'est juste que un an avant que je me retraite, je me suis fait lander sur la tête par un autre motoneige, puis j'ai vraiment... j'ai pas été blessé gravement, mais j'ai vraiment eu peur. Puis depuis ce crash-là, j'ai jamais été le même sur une motoneige après ça. Puis j'ai tout le temps eu mal au cou. Fait qu'après ça, j'étais rendu que je prenais 10-12 pilules par jour pour essayer de continuer à courser. Puis c'était rendu lourd. Là. Tu sais, je côtoyais beaucoup Blair Morgan aussi aux courses, qui était paraplégique, qui venait aux courses. Puis je me voyais, je me disais, si jamais que je continue à étirer l'élastique puis je me ramasse comme lui, tu sais, c'est quoi qui va se passer dans ma vie, que je suis capable encore de marcher, j'ai de l'argent, je pourrais me retraiter là. Puis j'ai juste rendu qu'il y avait plus de contre que de pour que dans ce moment-là. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, tu sais, éventuellement, j'aurais pas eu le choix de me retraiter. Mais je trouve ça dur. J'ai trouvé ça dur. Je trouve ça encore dur. Puis, il y a rien, tu sais, cet été, je travaille même pas. Je course encore. J'ai 34 ans. Puis, je suis pas capable de rien me trouver qui m'intéresse dans la vie à part les courses, tu sais. Mais on parle beaucoup de la transition, justement, des fins de carrière des athlètes professionnels. Tu sais, quand tu as fait ça toute ta vie puis que tu n'as rien connu d'autre de ta vie, la journée où ta carrière est finie, puis il faut que tu aies une vie normale, je peux dire ça comme ça, c'est difficile pour un athlète. Puis tu sais, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de formation, il n'y a pas personne qui va te prendre par la main puis qui va te montrer comment être une personne normale et non un athlète. Tu sais, fait que je pense que peu importe c'est quoi le sport, c'est une facette, justement, du sport qu'on ne parle pas ou qu'on parle très peu, puis qui fait partie de la réalité, en fait. Là. Puis je pense que plus tu es allé haut dans ton sport, plus c'est difficile.
Ah ben ça vient de drogue, ouais, ça vient un peu comme une drogue, là, tout ça, parce que quand tu rejoins des niveaux comme Tim a rejoint, on parle pas d'une petite affaire là, pour que les gens réalisent, là, on parle d'un des plus gros sports motorisés au monde, la motoneige, qui est une industrie énorme. Là on a un petit gars du lac Saint-Jean qui se ramasse champion du monde. Écoute, ça n'a même pas de bon sens. C'est beaucoup plus gros que le motocross. Il y a plus d'argent, plus de cibles, la télé et tout ça. Fait que il n'y a pas de guide après ça pour dire, OK, comme tu reviens sur le marché du travail en parenthèse, puis tu arrêtes ta carrière, tu n'as plus de toute la tension, tu l'as plus. C'est vraiment, c'est comme une drogue finalement. C'est vraiment un high que après ça. L'adrénaline, c'est ça. L'adrénaline, exactement. Ça, tu viens un peu addict à ça, là, tu sais. Ouais, moi, c'est ça, je suis vraiment drogué à l'adrénaline. Puis j'en mange à tous les jours. Écoute, je fais du sport, je fais du vélo de montagne, je fais du motocross, snowcross. On dirait que je vis que pour ça, puis j'ai vraiment de la misère d'arrêter. Puis qu'est-ce qui est dur quand t'arrêtes, c'est que on dirait que les grosses compagnies puis tout ça, quand t'es champion du monde, tu gagnes des courses puis tout, t'es comme le meilleur, ils te flattent, puis là t'es comme là, tu sais, t'es le king du monde. Puis quand tu te retraites, t'es plus rien. Tu sais, c'est vite oublié. J'ai vraiment trouvé ça dur parce que tu sais, j'ai été le top pour Bombardier pendant plein d'années, puis tu sais de se ramasser les années d'après, que tu veux juste essayer d'avoir une motoneige, juste continuer à faire de la pub un peu pour ça, puis tu sais, t'as plus rien. Là, les grosses compagnies, tu sais, c'est comme de héros à zéro, puis j'ai vraiment trouvé ça dur, mais tu sais, je pense que c'est un peu, tu sais, faut que tu essaies de te trouver une job à travers ça un peu, mais moi, je te dirais encore un peu perdu là-dedans. Tu sais, l'hiver, ça fait 2 ans que j'entraîne Samuel Blouin en snowcross. Une chance que j'ai cette job-là, que tu sais, je peux continuer d'aller aux courses puis d'entraîner un kid qui va aux courses un peu comme je faisais avant. Fait que ça me sauve un peu la vie, mais tu sais, trouver une job, j'ai essayé de travailler sur la construction, j'ai détesté ça. Tu sais, on dirait qu'on a comme pas jamais eu d'horreur, puis tu sais, j'ai fait de l'argent aussi, là, tu sais, quand moi le meilleur moment que j'avais quand je coursais, c'était d'aller à la poste puis de récupérer mes chèques dans le fond de mes victoires puis tout ça. Puis là, je regardais ça, j'étais là, là, j'ai hâte de poser ça. Puis tu sais, c'était des chèques c'est ça, là, tu sais, c'était fou, là. Mais on va en parler. On va en parler. Non, mais je veux que tu expliques aux gens un peu comment que ça fonctionne à ce niveau-là, un niveau national, là, américain en plus. Comment ça fonctionnait? Est-ce que tu avais un salaire, par exemple, de ton équipe, plus des bonus par victoire, des contingences du manufacturier? Comment ça fonctionnait? Ouais. Comment ça fonctionnait dans le fond? Moi, j'ai commencé avec un minimum salaire de base qui était 7 500 $ pour une année. Ça, c'était mon premier salaire de snowcross. Puis, avec ce salaire-là, tu avais des genres de bonus que si tu étais dans les 5 ou 3 premiers environ, là, c'est tout dépendant de ton contrat. Puis ça, c'est tout le temps renégociable. Fait que, tu peux signer 1 an à ce prix-là, puis selon ta cote, comment tu montes, puis comment que tu es en course, ben, tu peux modifier ça. Puis moi, ça a vraiment monté en flèche. Fait que mes salaires de base ont tout le temps continué à augmenter. Mais est-ce que la compagnie te payait, mettons, tes courses, tes hôtels, tes dépenses, ton équipement, ou c'est toi qu'il fallait que tu le payes? C'est là qu'il faut emmener. Quand j'ai commencé, là, j'avais genre 7 500 de salaire, puis un billet d'avion pour partir aux États-Unis, puis à revenir au Québec à la fin de mes 6 mois. Puis eux autres, ils me payaient une chambre d'hôtel, puis fallait que je m'amène un véhicule, puis tout ça. Fait que moi, toutes les fois que j'aimais pas des trucs, je mettais ça sur une petite feuille de papier. Toutes les affaires que j'aimais pas. Fait que moi, j'ai tellement évolué vite que tout ça. Fait que à toutes les fois que je voulais renégocier mon contrat, je sortais ma petite feuille de papier de toutes les affaires que j'aimais pas, que là, je rajoutais dans mon contrat. Je voulais avoir une chambre d'hôtel à moi tout seul. Je voulais avoir pas une van de merde me promener, je voulais avoir un pick-up, genre. Je voulais que le gaz soit fourni, je voulais avoir 10 billets d'avion aller-retour pour revenir chez nous. Fait que ça, durant toute ma carrière, j'ai tout le temps fait ça, puis rajouté ça dans mes contrats. Fait que je me suis ramassé avec des affaires, tu sais, que ça avait... Je payais plus rien. Tu sais, moi, je partais à partir du mois d'octobre. Je me ramassais que j'avais plus aucune dépense. Puis là, que tous mes billets d'avion étaient fournis, ma bouffe était fournie. J'avais le gros salaire de l'équipe. J'avais grosse contingence. Puis tu sais, je me suis fait avoir un peu au début. J'ai jamais vraiment eu d'argent là-dedans, mais j'ai tout le temps demandé des conseils à JS, T'as vite appris. Saint-Roy, puis
après ça, tu sais, c'est facile quand t'es au top que tout le monde veut t'avoir. Puis tu sais, quelqu'un t'offre 60 000, tu dis, garde, je veux 80 000 à l'autre. Puis là, tu montes tes enchères comme ça. C'est comme un peu les maisons que tu vends ces temps-ci. Fait que c'est un peu la même affaire que ça. Fait que j'ai vraiment évolué. Fait que tu sais, en plus de ça, j'avais un salaire directement de bombardier, moi, pour que je sois absolument un athlète bombardier, peu importe, qui voulait pas me perdre. Puis j'étais capable de me renégocier un autre salaire des équipes aux États-Unis. Fait que j'avais 2 salaires plus les contingents. Je te dis, là, le monde, c'est un peu tabou, on n'en parle pas, mais j'ai vraiment joué ma carte que, tu sais, je voulais faire du cash, puis je voulais que ça soit le top, puis j'étais au top. Fait que c'est là que, tu sais, j'avais 10 ans pour faire du cash, moi, puis je pense que j'allais vraiment fait comme du monde, puis j'ai vraiment été serré dans mes contrats, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Est-ce que, moi, j'ai une question un peu crunchy, puis tu sais, pour vrai, si t'es pas à l'aise, réponds pas. Est-ce que t'as fait comme ben des joueurs de hockey, mettons, qui sont partis à des raps puis qui ont fini leur carrière, qu'il leur reste plus grand-chose, ou tu sais, t'as été intelligent puis t'as comme assuré tes vieux jours? Il roule en panel, Adrienne. Il part en Lamborghini. Ouais, il roule en panel. Mais écoute, c'est peut-être un panel, là, je sais pas c'est quoi les marques hautes de panel, là. Ouais, mais non, je fais vraiment attention à mon argent, je te le dirais. Parce que moi, j'ai tant, tu sais, vécu pas dans la richesse, tu sais, que mes parents, puis tout ça, mes parents étaient séparés quand j'étais vraiment jeune. J'ai vécu dans des appartements, puis tu sais, je voyais la valeur de l'argent, puis je me disais, si je ramasse de l'argent pour mon futur, puis je fais attention, tu sais, oui, tu peux l'échapper, puis tout ça, mais moi, quand j'ai commencé à courser, je me suis tout de suite casé avec ma blonde, mon ex, dans le fond, que je suis plus avec, puis on a fait des enfants, puis tout ça durant ma carrière, puis j'étais vraiment quelqu'un qui était vraiment by the book, puis tu sais que c'était sérieux. J'ai vraiment fait attention, j'étais vraiment sérieux, puis je voulais vraiment ramasser le plus de cash possible. Fait que là, je te dirais que je peux l'échapper pendant le plus rendu là, que j'en profite plus. Mais non, j'ai vraiment fait attention. Puis je faisais pas de l'argent comme les gars de joueurs de hockey. Fait que si j'avais fait quelques millions par année, peut-être j'aurais plus échappé puis tout ça. Mais nous, c'est un peu, c'est plus dans une coupelle de 100 000. Fait que oui, c'est bon. Mais faut pas que tu t'énerves non plus avec ça parce que ça peut aller vite. Là, tu t'achètes des véhicules puis tout ça. Je me promène en van 2011 puis je pourrais m'en acheter 4-5 des vannes flambant neuves, mais je le fais pas parce que ça sert à rien. Je vais sacrer dans la boîte pareil, je vais aller aux courses, ça va tout être sale puis je veux être bien dans la vie puis avoir qu'est-ce que je veux, mais je veux pas flouber de l'argent d'un bord puis l'autre pour absolument rien non plus. Mais c'est intéressant cette partie-là parce que tu sais, Jean-Sébastien Roy, on l'a reçu au podcast l'année passée, puis moi, ça a été un peu un mentor pour moi parce que j'ai été en Europe une couple de fois avec Jean-Sébastien pour des compétitions, puis j'ai vu comment il fonctionnait. Puis j'ai vu, wow, OK, il faisait, tu sais, Jean-Sébastien, il était vraiment passé maître à tout ce qui est le côté business d'un coureur de motocross. Puis ça, j'ai beaucoup appris en le voyant aller. Puis tu le regardes aujourd'hui, puis GSR, écoute, full respect. Il y a une business, il y a un parc immobilier incroyable. Ouais. Il s'est monté vraiment quelque chose. Lui, il est correct pour le reste de ses jours, tu sais, mais ça a été du travail, puis ça a jamais été des salaires de joueurs de hockey là-dedans, mais il a vraiment été intelligent avec ça, puis c'est le fun de voir que toi aussi, tu as un peu appris de ça, tu sais, même si tu as fait, comme tu dis, tu as fait beaucoup d'argent, mais c'est des courtes périodes de temps aussi, tu sais, fait que... Mais moi, je trouve ça vraiment pertinent puis intéressant, cette conversation-là, parce que souvent dans la vie, les gens ont préjugé que si tu veux réussir, si tu veux faire de l'argent, faut aller à l'école, faut aller à l'université. Tu sais, moi, j'étais allée à l'université, là, j'ai un diplôme accroché sur le mur chez mes parents, puis c'est pas à cause de mon diplôme universitaire que j'ai une carrière puis que je fais de l'argent, mettons, là. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a pas juste un chemin pour réussir dans la vie, puis tu sais, Tim, t'as pris ton chemin. Tim, il nous a quittés, je pense. Ben, je pense que oui. Il va revenir, je vais juste finir mon point. Je pense qu'il était chercher une bouteille de rhum. Ça, c'est ça, il était allé chercher une bouteille de rhum. Mais tu sais, ce que je voulais dire, c'est que... OK, ce que je disais, c'est que dans le fond, il n'y a pas juste un chemin pour réussir dans la vie. Tu sais, toi, tu as fait ton chemin. Ben, c'est un autre bel exemple qui a fait son chemin. Puis, c'est pas le chemin traditionnel de tu vas à l'école, tu vas à l'université, t'étudies, t'as une job, tu montes les échelons, nanana. Puis ça, je trouve que c'est... Puis, je suis pas en train de dire au monde de pas aller à l'école, mais je trouve que c'est encourageant pour les gens qui aiment pas l'école ou qui ont peut-être moins de facilité à l'école, tu sais, parce que je vais dire les petits garçons, parce que souvent, c'est les petits garçons qui sont peut-être un petit peu plus sportifs.
je trouve ça encourageant pour eux parce qu'un petit garçon qui aime pas l'école ou qui est pas bon à l'école, ben ça veut pas dire qu'il va pas réussir dans la vie, tu sais. Il y a d'autres chemins pour réussir dans la vie. Tant que tu travailles, peu importe que ce soit à l'école, dans ton sport, dans ta passion, c'est possible de bien réussir, tu sais. Fait que je trouve que c'est vraiment... c'est comme un beau message, puis c'est encourageant pour les plus jeunes, finalement, là, ouais. Vraiment. Ouais, je pense que peu importe ce que tu fais dans la vie, tu sais, si tu mets des efforts, tu travailles vraiment fort, puis t'es assidu à tous les jours, tu sais, je pense que la preuve, tu sais, je viens du Lac-Saint-Jean, puis j'ai réussi à réaliser mon rêve d'être champion. Puis tu sais, je parlais zéro anglais. J'ai commencé à faire de la moto, du snowcross. Tu sais, j'étais comme un peu un background, personne ne connaissait, puis tout ça. Puis j'ai réussi à réussir. Fait que, tu sais, avec n'importe quoi, je pense dans la vie, l'être humain est capable de faire n'importe quoi. C'est juste les efforts que tu vas mettre, les sacrifices que tu vas mettre aussi. Hein. Tous les chemins mènent à Rome, Andréane. Mène au Rome, c'est ce que tu disais. Au Rome? Ça dépend. Ça peut aussi. Mais non, mais tout ça pour dire que t'as parti d'un gars de motocross, puis tu t'es monté une carrière, une business incroyable, puis c'est vraiment encourageant, puis c'est vraiment le fun à voir. Puis c'est ça, j'ai fait un peu la même affaire. J'ai commencé avec du motocross, puis j'ai pas été le top pro à motocross, mais j'ai dévié vers le freestyle, qui m'a amené à prolonger ma carrière de 15 ans. Sinon, ça ferait longtemps que je ferais d'autres choses, puis on serait pas en train de se parler aujourd'hui. Mais vous avez des parcours quand même un peu similaires, de switcher, changer de sport, partir aux États-Unis pour justement essayer de grimper les échelons dans votre sport. C'est différent, là, mais je trouve qu'il y a quand même plusieurs similarités dans vos carrières. Ouais, toi aussi, t'as eu une méchante carrière avec ton freestyle puis tout ça. Puis vous en avez fait des shows, là, c'est hot, pareil. On a surfé la vague du freestyle aussi longtemps qu'on a pu la surfer. Et j'avais un citron entre les mains, puis j'ai juste essayé d'extraire le plus de jus que j'ai pu, tu sais. Parce que c'est la même affaire que toi, tu sais. J'ai pas commencé la même affaire que toi, dans un pit de sable à Yamachiche, puis comme tout le monde, tu sais, puis on regardait les pros, puis on voulait donc être pro, puis on regardait les pros aux États-Unis, puis c'était comme le rêve, puis c'est difficile, c'est tellement difficile parce que être bon, c'est pas assez pour avoir une carrière en motocross. Faut que tu sois une exception pour avoir une carrière en motocross, pour vraiment gagner sa vie puis avoir une carrière en motocross. Faut vraiment que tu sois... Si t'es pas une exception, trouve une façon. Puis moi, ma façon, j'étais bon. J'ai gagné des courses, mais j'étais pas une exception. Fait que j'ai juste trouvé une façon de vivre mon rêve, que j'ai dévié un peu de la course. Je faisais encore de la moto, un sport motorisé, tu sais. Puis là, je me suis rendu compte, en même affaire, méga opportuniste, tu sais. Là, tu te dis, tabarouette, là, tu te fais offrir de l'argent tout d'un coup pour aller faire 2, 3, 4 jumps en 2 courses. C'est comme... c'est bien plus facile. C'est qui le cave qui va aller essayer de courir puis de dépenser plein d'argent pour gagner un T-shirt et des hot dogs à la fin de la journée, tu sais. Ouais, exact. Mais c'était un peu un no-brainer, un peu comme toi, tu sais. Ça se présente à toi, puis ça, c'est une opportunité qui passe pas 2 fois, là. C'est ça. Fait que t'embarques, puis tu y vas, puis après ça, tu sais pas trop où ça va te mener, tu sais. Puis, ça vous mène là aujourd'hui. Ben écoute, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Puis ça, je pense que c'est une leçon aussi pour les jeunes qui nous écoutent que ils font de la course, de motocross et tout ça. Puis il y a une façon de le faire. Faut penser, think outside of the box, là, qu'ils disent. Il faut être original, faut être créatif un peu. Puis on peut arriver à nos fins. Puis Tim en est une belle preuve, là, tu sais. Moi, je suis curieuse de savoir, Tim, bon, là, tu disais que tu as pris ta retraite, tu es comme un jeune retraité. Est-ce que tu aimerais ça poursuivre ta carrière encore dans ce milieu-là, tu sais, que ce soit en travaillant pour une compagnie, en étant coach, en étant rep, je sais pas, là, tu sais, il y a sûrement plein de possibilités, un peu comme Ben fait. Dans le fond, Ben est resté dans le milieu de la motocross, mais il s'est comme créé sa job par rapport à ça. Donc, c'est-tu vers là que tu t'en vas ou t'es encore dans le néant? Ben, c'est sûr que pour moi, c'est la direction la plus facile à prendre
pour le moment, tu sais, la transition, c'est la plus facile pour moi. Présentement, ça fait déjà 2 ans que j'entraîne le Sam Blouin, dans le fond, en snowcross, qui est vraiment une belle job, puis je trouve ça vraiment bien. Là, je continue encore à faire du motocross, puis à continuer à vivre mon rêve, mais éventuellement, Pour le peut-être fun que je ou vais... pour regagner? C'est jamais juste pour le fun, tu sais. C'est tout le temps pour gagner, de se dépasser. Tu compris, je veux gagner. Tu sais, c'est vraiment, c'est un haut niveau, tu sais, que je me présente cette année, tu sais, c'est les nationaux, puis, mais tu sais, moi, c'est juste pour trouver le meilleur de moi-même. Tu sais, je veux essayer d'avoir le meilleur de moi-même, donner ça aux courses, puis que je sais que si je fais une 4, une 5, je vais être fâché, puis je vais être déçu, puis tout ça, mais à quel point, mettons, t'arrives 2, 3, t'es-tu content ou t'es fâché? Tu sais, comme c'est 1 puis c'est rien je suis d'autre. jamais content. Je veux tout le temps gagner. C'est deuxième, premier perdant, troisième, deuxième perdant. Tu sais, oui, je comprends qu'il faut participer puis tout ça, mais moi, je suis un gagnant. Tu sais, je veux gagner, puis fait que c'est ça. J'aimerais Oui, ça, c'est une phrase que t'as haï. L'important, c'est de participer. Non, c'est de gagner. Ouais, quand quelqu'un me dit ça, je fais ça y est. Ça me fait penser, Adrian, ça me fait penser au film, au dernier film de Rocky, là. Tu sais, Rocky, là, il a été boxeur toute sa vie, puis là, il travaille, il a une job dans un restaurant, puis il est pas capable. Il a encore cette flamme-là à l'intérieur qui veut pas partir. Puis là, il fait un retour en boxe contre un genou, puis tu sais, il donne tout ce qu'il s'entraîne comme un fou, mais l'important, c'est ça, c'est qu'il y a encore cette affaire-là dedans de lui, tu sais, puis il veut encore gagner. Tim, c'est le Rocky québécois du motocross. Le Rocky de la moto. Non, le Rocky de la moto. J'essaie juste d'avoir du plaisir, puis d'avoir du fun dans la vie. Là. Tu sais, présentement, j'ai pas grand-chose durant l'été. Oui, je pourrais donner des cours de motocross, mais on dirait que j'ai encore de quoi à... L'année passée, ça m'a vraiment fait mal. C'est Rocky! C'est Rocky! Je m'entraînais pour les cours, je me suis blessé. Là, cette année, je reviens encore, puis j'essaie d'avoir du fun dans la vie, puis de courser, puis je peux me le permettre. Je suis jeune, j'ai de l'argent, puis quand je vais avoir 40 ans, il va être rendu trop tard. Fait que je vais en profiter là. Moi, j'ai une question. S'il y avait une équipe de snowcross qui t'entendait là, dans le podcast puis qui se disait Hey, Tim Tremblay, on le ramène, on va y offrir un petit quelque chose, on va y offrir un petit 7500, on va s'essayer avec un vol. D'après moi, ça va coûter plus cher que 7500. Là. Ben, on va l'entendre, Tim, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Offre refusée. OK, à 7500, OK, à 7500, tu dis non. Mettons qu'il rajoute, je sais pas, un 0 à la fin. Tu dis non là, quand 0, même. Peut-être que ça serait plus intéressant. 75 000, je m'en vais courser. T'sais. Quand tu as un bon salaire de base, tu n'as pas besoin de faire des trop grosses performances puis tu as déjà de l'argent de côté. Mais non, je trouve ça dur, le snowcross sur mon corps puis tout ça. Fait que je pense que j'accepterais plus une ride en motocross qu'en snowcross. Je pense que je suis en train de clore ce dossier-là qui est dur à clore, là, mais on essaie tranquillement. Mais en parlant de ce dossier-là, ton plus grand rival cet été, ça va être qui, selon toi, comme la personne à battre, là? Ben, il y en a plusieurs. Je dirais Dylan Wright va être dur à battre, Cole Thompson, quelques Américains que je ne sais pas qui vont venir. Donc, le circuit canadien, c'est assez rough. Là. Provincial, je suis capable de gagner pas trop assez facilement, mais national, là, je te dirais que être dans les 5 premiers, là, je serais très content. Là. Cool, on va suivre ça avec... on dirait que j'ai comme hâte de voir comment ça va se passer. Ça serait le fun qu'on se reparle à la fin de la saison, voir comment ça a été, puis de reparler de ta saison. Mais j'aimerais ça te remercier pour ta participation au podcast aujourd'hui. Ça a été vraiment, vraiment cool. Puis je pense que les fans de motocross, de motoneige, de sport motorisé en général vont vraiment apprécier ce podcast-là. Là. Ouais, merci à vous de m'avoir mis sur votre podcast aussi. Cool. C'est bien fun. Cool. Merci, Tim. Andréane, un gros merci encore de ta présence. Andréane Bray, voyons, je m'en fais. Voyons, ça va? Débattre. Ben oui,
Vas-y, reprends-toi, ça va bien aller. Andréane Blais, la pro des réseaux sociaux. Où c'est qu'on peut te rejoindre, Andréane, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des entreprises qui ont besoin d'aide avec la gestion de leurs réseaux sociaux? Facebook, Instagram. Classique. Blais. D'ailleurs, Tim, je ne sais pas si c'est sur les réseaux sociaux, si ça te tente de te plugger pour que justement on sache où te suivre dans les prochains mois. Ben ouais. Moi, dans le fond, j'ai Instagram, Facebook, Tim Tremblay. Parfait. On va aller suivre ça attentivement. Absolument. Berne, merci à nos partenaires. Absolument. Gros merci à Husqvarna Motovan, VP Racefuel, qui est un nouveau partenaire cette année avec DL Performance, Pantera Motorsports et Silverwax. Un gros merci à ces gens-là. Encourager la gang, les partenaires qui encouragent le sport, c'est super important. C'est grâce à eux si on peut faire un podcast comme ça. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà la gang. Et pour les parents qui ont des jeunes, des mini-pros qui cherchent la formation, benmilo.com, toutes les dates pour l'Académie Miloland 2021 sont là. Et voilà. Donc, bien content. Ça a super bien été. Deuxième podcast déjà de fait. Très cool. Encore une fois, si vous avez des suggestions d'invités, oui. On a eu Tim dans nos suggestions, puis regardez ce que ça a donné. C'était très cool. Fait que si vous avez d'autres suggestions comme ça, n'hésitez pas à nous écrire là dans les commentaires. Ben, facile à rejoindre, Ben Milo, un peu partout. Là. Vous googlez ça, vous allez tomber sur quelque chose. Là. C'est pas trop compliqué. Andréane, on est ouvert à vos commentaires. Si vous payez... La bouteille de rhum. dans ce cas-là, merci tout le monde. On se laisse. Hey, merci tout le monde. Bye. Merci. Bye.